Merci de nous rejoindre sur cette économie, l'émission économique panafricaine de décideurs, dirigeants et experts qui construisent au quotidien la marche du continent africain vers l'émergence économique. Des analystes et prévisionnistes s'accordent à dire que l'Afrique sera, à l'horizon 2050, le moteur de la croissance économique mondiale. Mais cette croissance qui sera fortement tributaire des transports, parmi lesquels le transport aérien. Seulement, à l'exception de quelques compagnies telles que Ethiopian Airlines, qui se feraient un chemin, le ciel africain reste encore dominé par les firmes occidentales. Faut-il pour autant baisser les bras? Assurément pas. Les politiques, investisseurs et cabinets conseils s'organisent pour que sur différents secteurs, segments du marché du transport aérien, les compagnies nationales et régionales puissent exister. C'est à ce titre Aviation Consulting Service for Africa, un jeune cabinet gabonais, vient d'organiser à Libreville une formation de haut niveau sur les fondamentaux économiques concernant la gestion du transport aérien. Parmi les formateurs, et c'est notre invité d'aujourd'hui, professeur Pierre Dussol, l'une des références du monde francophone en la matière. Professeur Dussol, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Libreville pour une formation concernant le transport aérien, c'est cela? Oui, c'est exactement cela. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs, à l'invitation du cabinet Aviation Consulting Service for Africa. Et en effet, nous avons eu une très bonne journée de formation hier. Alors, très bonne journée de formation. Vous êtes l'une des références du monde francophone s'agissant du transport aérien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs? Oui, en bref, je suis un professeur d'université classique. Après des études d'économie, doctorat, et j'ai passé l'agrégation et j'ai enseigné à l'université essentiellement la finance et le transport aérien. La raison pour laquelle je me suis tourné vers le transport aérien, c'est que c'est un secteur où vous pouvez appliquer l'économie à la gestion réelle d'entreprises. Et il faut être sur le terrain. Alors, est-ce que le transport aérien, partout dans le monde, un secteur spécifique, est-ce qu'il a des particularités qu'il faut maîtriser? Oui, comme toutes les entreprises, il y a des points communs, bien sûr, avec les entreprises en général. Il faut avoir des clients, il faut répondre à leurs besoins. Mais le transport aérien, en effet, est très spécifique parce qu'ils vendent un service et ça demande aussi des investissements très lourds. Donc, c'est un point, en effet. Alors, nous allons essayer un peu comme ça de comprendre le secteur du transport aérien. Quelles sont aujourd'hui les prévisions mondiales? Alors, des prévisions mondiales sont très optimistes. De manière générale, elles sont fondées sur une croissance prévue d'à peu près 5% par an pendant les 20 prochaines années. Ça veut dire un doublement en 15 ans. Et ces prévisions, je crois qu'on peut leur faire confiance parce qu'il y a déjà pas mal d'années qu'on fait des prévisions et elles se sont toujours vérifiées. Alors, les prévisions, et au niveau du marché africain, comment voyez-vous l'avenir du transport aérien? Comme tous les prévisionnistes, j'ai constaté que le transport aérien en Afrique n'était pas encore très développé, que l'Afrique était un marché relativement petit par rapport à la population africaine, qui est elle-même plus importante que ce que l'on pourrait croire, avoir sa part dans le transport aérien. Il y a une autre analyse, un complément, qui est que la population est importante, les distances sont fortes, les réseaux terrestres ne sont pas toujours suffisants, donc le transport aérien correspond à une possibilité supplémentaire d'améliorer la vie de l'économie et des populations. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le pouvoir d'achat d'Africains, on peut espérer un doublement de ce secteur? Quels sont, selon vous, les facteurs qui vont faire qu'on puisse croire à l'avenir du transport aérien en Afrique? Alors, on part de très, très peu aujourd'hui, il faut le dire honnêtement, mais vous avez plusieurs facteurs qui sont clairement établis. L'un, c'est celui que vous avez cité au départ, c'est la croissance économique de l'Afrique. Or, la croissance économique et le transport aérien marchent ensemble. Je dirais même que le transport aérien va plus vite. Il est amplifié. Donc ça, c'est le premier point. Par exemple, l'Afrique va avoir une croissance en 2015 en moyenne de 4,3%. C'est beaucoup plus que les économies développées, qui sont en dessous de 2. Vous voyez, bon, certes, un niveau plus élevé, mais 2. Alors, le deuxième facteur qui est propre à l'Afrique, c'est l'accélération de l'urbanisation. L'urbanisation encourage le transport aérien parce que quand les populations sont urbaines, en général, elles sont plus riches, ensuite elles sont plus groupées
Et le transport aérien se déduit logiquement de cette situation. Les autres régions du monde sont déjà très urbanisées et l'Afrique est en train de suivre la même évolution. Donc en 2050, plus de la moitié de la population africaine vivra dans des villes, par exemple. Et à ce niveau, il y aura une forte demande du transport aérien. Alors, si l'urbanisation, la croissance économique se développent ensemble, ce qui est le cas presque toujours, oui, en effet, c'est un cas de figure où le transport aérien va être très présent. Alors, professeur, vous faites aussi des analyses que l'on dit géographiques. Alors, Oui. comment comprendre le transport aérien à partir de la géographie, à partir des agglomérations? Si vous voulez, globalement, quand les populations s'enrichissent, elles peuvent se payer des billets d'avion. Ça, c'est clair. Mais concrètement, quand on veut établir une ligne aérienne, elle est d'un point à un autre. Donc, il faut regarder géographiquement où se trouvent les personnes. Si vous avez des grandes agglomérations situées à des longues distances, il va falloir développer une liaison long courrier pour que les personnes puissent aller de l'une à l'autre. Donc, la géographie, c'est le complément logique quand vous voulez passer au concret. Alors, vous parlez aussi de méthodes gravitaires. Est-ce que toujours il faut concevoir la conception ou la construction des lignes de transport en référence aux grandes agglomérations qui se développent? Disons que oui, la plus forte probabilité, c'est que les clients groupés aient plus de chances d'accéder à un aéroport que des clients dispersés. C'est exactement comme un supermarché, il va s'implanter à un endroit où la population est autour. Et sur ce point, l'activité aérienne est très proche de l'activité commerciale des magasins. Alors, professeur, il y a aussi une analyse du marché que l'on dit la segmentation. Oui. On voit, Oui. il y a le transport de luxe, le transport moyen de gamme et bas de gamme. Et à ce niveau, quelle est votre vision au niveau mondial du fonctionnement de ces différents segments? Alors c'est une vaste question, mais je peux vous donner quelques principes. Ce qu'on appelle la segmentation, aussi bien dans l'aérien qu'ailleurs, c'est la façon d'analyser les groupes de clients qui sont différents de l'un à l'autre, mais qui ont des réactions communes. Par exemple, et naturellement, oui, pardon, le point est d'essayer, en fonction de leurs attentes, de leur proposer des arguments convaincants. Par exemple, les gens qui voyagent pour leur travail, il faut leur proposer de la précision dans les horaires, de la régularité, de la fiabilité et un bon accueil dans les aéroports. Les personnes qui voyagent pour le loisir, je dirais que la précision à la minute près du départ du vol a beaucoup moins d'importance. Par contre, l'accueil, la qualité de l'accueil à bord, tout ça a de l'importance. Donc la segmentation, c'est le fait de chercher ce que chacun souhaite et de lui offrir ce qu'il veut, au prix qu'il peut payer, je précise. Au niveau de l'Afrique, comment voyez-vous cette segmentation? Quel segment pensez-vous qu'il porte aujourd'hui la croissance ou tire la croissance du secteur du transport aérien? Les affaires, le business, le tourisme? Le business, c'est clairement le cas déjà, hein, parce que les catégories voyageuses, comme on dit dans notre langage, se recrutent parmi les personnes qui ont une activité économique nécessitant du voyage. Donc en gros, ce sont des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise. Et si l'Afrique connaît une croissance, c'est à partir de ces catégories-là. Donc très naturellement, la croissance économique va aller avec la croissance des catégories voyageuses, professionnelles, et donc logiquement, le transport sera nécessaire et va se développer. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Vous parlez comme s'il n'existait rien en Afrique. Ce n'est pas tout à fait le cas quand même. Ça existe. Oui, il y a déjà du développement. Et au niveau du golfe de Guinée, Gabon, Guinée équatoriale, Angola, quelle activité pensez-vous qui puisse drainer les voyageurs? Alors, si je parle de voyageurs professionnels, c'est les activités liées aux matières premières, notamment le pétrole, le bois et d'autres encore, les matières minières. C'est clairement, ça va développer de l'activité. Même si les matières premières sont traitées sur place, ça va entraîner de l'industrie. L'industrie, ça fait du commerce. Donc l'Afrique de l'Ouest a tout à fait ses chances. Et vous faites bien d'en parler, parce que si j'ose dire, je ne veux pas être désagréable, mais le parent pauvre du transport aérien en Afrique, c'est l'Ouest plutôt que l'Est, pour le moment. Alors là, au niveau de l'Afrique, on cite quelques grandes compagnies, Ethiopian Airlines, South African Airlines, il y a Royal Air Maroc qui tente aussi de s'imposer. Quelles sont selon vous les plus grandes compagnies et quelle est la force de ces compagnies?
Ouais, les grandes compagnies, vous venez de les citer, mais premièrement, elles tentent de s'imposer, c'est pas agressif. Elles essaient d'élargir leur marché, mais j'oserais dire, il y a de la place pour tout le monde. Dans un monde qui se développe, surtout à la vitesse de l'Afrique, il y aura de la place pour tout le monde. Donc, elles ne feront pas un développement au détriment d'autres, dans un marché en croissance. D'autre part, la réglementation, ou plutôt la déréglementation, fait que beaucoup de personnes, de compétiteurs, peuvent offrir leurs services. Donc le développement va se faire à la fois par les anciens présents qui vont développer leur réseau et les nouveaux qui vont apparaître. J'en connais déjà quelques-uns. Qui apparaissent sur le marché. Alors, est-il aujourd'hui facile de créer une compagnie et de se poser sur le marché africain, on va dire aussi d'échanger ou de transporter entre l'Afrique et les autres continents? Alors facile, c'est jamais facile de monter une compagnie aérienne parce que ça demande de gros investissements. Par contre, les avions existent, il y a une offre d'avions considérable. L'équipement en aéroport, il y a des aéroports et on peut en créer d'autres, il y a encore de l'espace. Et après, je dirais, c'est peut-être le potentiel humain qui est un peu insuffisant. Justement, à propos du potentiel humain, qu'est-ce qu'il faut penser qu'il faille faire aujourd'hui pour que l'Afrique se dote justement de ces compétences? Pensez-vous qu'il faut davantage de formation et comment le faire? Alors, vous dites que l'Afrique se dote de compétences. Très clairement, des compétences, il y en a. Il y a des très bons professionnels en Afrique et je ne me permettrai pas de dire qu'il n'y en a pas. Au contraire. Mais ils ne sont pas en nombre suffisant. Il faut que derrière eux, il y ait du relais. Vous voyez ? Donc les compétences professionnelles africaines ont besoin de compléter leurs équipes, pour le dire brièvement, et ça passe par la formation. Vous voyez ? Et ils en ont tout à fait conscience. À notre séminaire, des cadres m'ont dit, nous on a 45 ans et des gens de 35 ans, il n'y en a pas. Donc c'est clair, eux ils sont bien en place, ils sont très bien, mais ils attendent un relais. On constate qu'au niveau de l'Éthiopie et au niveau de l'Afrique du Sud, les compagnies ont mis en place des centres de formation. Oui. Éthiopienne a mis en place un centre de formation, Oui. Centrafricaine également. Oui. Pensez-vous que la formation passe par l'immersion ou la création de clubs de formation chez des compagnies aériennes? Alors, de clubs, peut-être, je ne sais pas, mais d'écoles, oui. D'ailleurs, vous ne l'avez pas dit, mais là, au Maroc, vous avez également un centre de formation qui est multicompétences. Et le critère du succès, c'est qu'il trouve du travail en sortant. Alors, le Maroc, évidemment, ne travaille pas que pour son propre périmètre, il travaille pour les autres. Donc, c'est ça la voie, en effet. Alors, on va aborder une dernière segmentation avant de marquer une pause, c'est celle relative au marché, aux différents types de marchés. On a constaté, par exemple, qu'au niveau du Gabon, on a des compagnies qui sont purement nationales, la Nationale Afrique Aviation, et puis on a des compagnies sous-régionales, Askai et bien d'autres. Pensez-vous que l'avenir, il faut forcément ce type de transporteurs pour que l'ensemble du marché puisse être dynamique? Disons que ce qu'on sait, c'est qu'il faut des types de lignes différentes. Mais est-ce qu'elles seront opérées par une compagnie ou par plusieurs? Ça, c'est le marché qui le dira. Ce qui est certain, c'est que l'offre, par exemple, de transport régional de point à point n'est pas la même que l'offre de transport intercontinental passant par des hubs. Mais on peut tout à fait avoir une compagnie qui fait les deux. Justement, et quelle est votre vision de hub? Là, aujourd'hui, on entend au niveau de l'Afrique, je ne citerai pas des pays au sud-Sahara, qui parlent de plus en plus de hub. Qu'est-ce qui précède à la mise en place d'un hub? Quel est le contenu d'un hub? Un hub, c'est une plateforme un peu comme pour la Poste. D'ailleurs, c'est inspiré de la Poste. C'est-à-dire que les personnes y mettent leur courrier dans des boîtes, on les rassemble dans un endroit unique et après on les reventile dans leur destination. Et c'est exactement pareil pour les passagers. Un hub, c'est un point de rassemblement et après on repart dans d'autres directions. Bon, ça accélère les changements. Bon, s'il y a des hubs, c'est qu'ils se créent dans des endroits où il y a un besoin. Par exemple, au centre de l'Europe, c'est une très bonne idée d'avoir des hubs parce qu'il y a énormément de trafic. Et on se rassemble, par exemple, à Paris-Roissy ou à Rotterdam, et après, on repart dans d'autres directions. En Afrique, je ne sais pas encore s'il doit y avoir beaucoup de hubs.
Ben, on parle du hub du Maroc, il y a un hub à Lomé, il y a un hub en Afrique du Sud, un autre en Éthiopie. Pensez-vous qu'un éclatement de l'Afrique comme ça donne de succès aux compagnies aériennes, à la survie de ce hub? Alors, si vous avez beaucoup de transports de toutes les directions, le hub s'impose parce que pour traverser l'Afrique, il faudra bien faire une répartition des passagers, donc il faudra plusieurs hubs probablement. Et ça, c'est le développement du trafic qui dira à quel endroit ils doivent se situer. Mais déjà, certains pays, par leur position géographique un peu centrale, comme peut-être le Nigeria, ou je ne sais pas, je ne veux pas faire de publicité, mais ils ont peut-être une vocation à être un hub, s'ils sont placés au milieu, si j'ose dire. Après, il faut qu'ils fassent un équipement, parce qu'un hub, c'est avant tout un lieu aménagé, avec des terminaux, avec des salles d'attente, avec des transferts de bagages. Un bon hub, c'est ça. Alors, parlez-nous un peu du hub Paris-Charles de Gaulle, si vous le connaissez, vous vivez en France. Oui, Quelle est la force de ce hub, par exemple? Ben, En termes de service, qu'est-ce qu'il faut mettre pour qu'un hub soit performant? Alors, je vous redirai une banalité, c'est que la première force du hub de Roissy, c'est d'être au milieu de l'Europe. Que vous alliez du nord au sud ou d'est en ouest, vous passez par là. Donc ça, c'est une chance que nous avons, hein, et que nous partageons d'ailleurs avec Rotterdam. Hein. La position géographique. Oui, ça c'est un fait que d'être au centre de l'Europe, qui est une zone économique, c'est une chance. Après, il y a l'équipement du hub. C'est-à-dire que quand on a décidé en France de créer cet aéroport de Roissy, on a eu une première idée, qui est que c'était un espace qui était vide. Donc on peut l'agrandir. Si ça ne marche pas, on garde un petit aéroport. Et si ça marche, on augmente. Donc la force de Roissy, c'est quand même la capacité à s'agrandir en fonction du besoin. Il n'est pas borné, il n'est pas limité. Après, bon, il y a la qualité de la conception qui n'est pas mal du tout, hein, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous pouvez faire vos correspondances. C'est ça le critère du hub. Vous voyez ? Pour un passager, il est évident que s'arrêter dans un hub et changer d'avion, c'est un inconvénient. Mais si ce changement est extrêmement rapide, et ça va. Et pour les compagnies, ça veut dire qu'il y a aussi moins les vols sont mieux remplis. Professeur, nous allons continuer notre entretien, mais avant, on marque une pause et nous nous retrouvons juste après. Vous êtes toujours sur cette économie et le thème, c'est le transport aérien avec le professeur Pierre Dussol, l'une des références du monde francophone du transport aérien. Nous abordons justement la question de la compréhension du marché du transport aérien et nous allons ici essayer de comprendre tout à l'heure les équilibres financiers, comment rentabiliser une entreprise de transport aérien. Alors, professeur Pierre Dussol, nous étions en train d'analyser les critères, de voir les critères qui font d'un hub un hub performant. Faut-il nécessairement avoir un hub chez soi pour se lancer dans le transport? Je veux dire, est-ce qu'il faut forcément un hub au Gabon, un hub au Congo, un hub en Centrafrique? Ou bien on peut mutualiser ces capacités? La réponse, elle est dans les distances. Si vous avez des distances qui le justifient, vous pouvez avoir plusieurs hubs. Mais si vous avez des distances courtes, ce n'est pas la peine. Il ne faut pas les multiplier. Par définition, le hub, il est fait pour économiser des liaisons. Donc, il ne faut pas les multiplier à l'excès. En Europe, le hub de Rotterdam et le hub de Roissy se font peut-être concurrence et on n'a pas fait de hub à Bruxelles, par exemple. Vous voyez ? C'est assez clair. Et pourtant, Bruxelles Airlines existe bel et bien. Mais c'est parfait. Mais ils n'animent pas un hub pour autant. Vous voyez ? Ils peuvent très bien vivre sans être dans un hub. Alors, nous avons vu tout à l'heure, et de manière brièvement, le marché du transport aérien, comment il existe, mais au niveau des compagnies, comment rentabiliser les équilibres des compagnies, les différents coûts. Quel message avez-vous lancé à donner aux participants qui assistaient à votre séminaire? Mais je leur ai dit que là,
les standards étaient les plus simples. C'est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que chaque ligne, si possible, ait des recettes qui couvrent ses coûts. Et ça, c'est extrêmement banal. Malheureusement, je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Je leur ai expliqué comment on montait les équilibres. Mais on part du premier point que vous avez abordé, le marché. C'est-à-dire qu'il faut identifier le nombre potentiel de passagers et le prix qu'ils sont prêts à payer. Et ça vous donne la colonne des recettes, je pourrais dire. Après, il faut maîtriser vos coûts. Donc, négocier les avions à un bon prix, négocier le prix du carburant, avoir du personnel productif, payer votre personnel suffisamment cher pour avoir des gens compétents, mais pas trop cher pour ne pas déséquilibrer votre exploitation. Enfin, ce sont ce genre de choses que j'ai données. Alors, à propos des différents coûts, est-ce que vous pouvez nous les détailler, les différents coûts qui existent? Oui, vous avez deux types de coûts déjà. Vous avez ce qu'on appelle les coûts administratifs et commerciaux. Pardon. Les coûts administratifs et commerciaux, c'est-à-dire le siège social de la compagnie, la direction commerciale, la vente des billets, ça, ce sont les coûts qui existent indépendamment, j'allais dire, du nombre d'heures de vol. Après, vous avez ce qu'on appelle les coûts directs opérationnels qui représentent environ 70% d'après les chiffres de l'OACI. Les coûts directs opérationnels, c'est tout ce qui est autour de l'avion. Donc l'avion lui-même, son amortissement, son entretien, son assurance, les coûts humains, les équipages techniques et commerciaux, PNC, PNT comme nous disons nous, personnel navigant technique, personnel navigant commercial, donc les pilotes et les hôtesses si vous préférez. Ensuite, vous avez les coûts du service à bord. Et puis vous avez un autre type de coût qui est directement lié à la longueur de vos lignes. C'est-à-dire, bon, le carburant, je l'ai cité, et les redevances de route. Vous savez qu'il y a un guidage des avions. Bon, après, vous avez le dernier, c'est la touchée à l'aéroport. Quand un avion atterrit, il paye une redevance qui est la touchée. Et cette redevance, elle est fonction du poids de l'avion. Une fonction qui n'est pas linéaire, d'ailleurs, elle est fonction compliquée, mais du poids. Plus l'avion est rempli de fret ou de passagers payants, plus la touchée est rentable. Alors, justement, en termes de coûts, pensez qu'il est possible aujourd'hui de couper ces coûts, de couper dans ces coûts, vu l'augmentation, par exemple, du prix du carburant. Bon, là, le prix est en train de baisser, mais à un moment, il fut élevé. Oui, alors justement, ça c'est une statistique, ce n'est pas un message personnel, mais on a constaté que depuis que le carburant baisse, les compagnies continuent leurs efforts pour économiser le carburant, parce qu'elles savent qu'un jour ou l'autre, ça remontera peut-être. Donc, il faut continuellement essayer de faire des économies sur tous les postes, sauf la sécurité. Vous voyez ? Alors, sauf la sécurité, vous dites? Ah, ça c'est impossible. Si, vous pouvez faire des économies techniques, mais pas, par exemple, en réduisant le nombre de visites. Tous les coûts peuvent être réduits. Je vais vous donner des exemples. Quels sont, selon vous, les coûts les plus assassins, entre guillemets, d'une compagnie de transport, parmi cet échantillon de coûts? On va dire que ce sont ceux qui ne sont pas prévisibles. Vous voyez ? Parce que, par exemple, le prix de l'avion, ça représente un coût important. Mais on sait très bien maîtriser ce coût, c'est-à-dire que quand on achète un avion, on sait très bien le prix qu'on le paye et on sait très bien combien va nous coûter l'assurance et l'entretien. Par contre, le carburant, on sait combien l'avion va consommer de litres de carburant par heure de vol, mais on ne sait pas combien va coûter le carburant pendant la durée de vie de l'avion, qui est d'environ une vingtaine d'années. Vous voyez ? Donc les coûts les plus gênants sont les coûts imprévisibles. Et il y en a un deuxième, ce sont les taxes. Quels sont, selon vous, ces coûts imprévisibles? Quelques idées comme ça. Je viens de vous citer le carburant, il y a les taxes. Les taxes qu'appliquent les États, elles sont imprévisibles parce qu'il suffit qu'un État décide une taxe, par exemple la taxe Chirac, qui a été dessinée, je prends un exemple en France comme ça, je ne vexerai personne, mais les taxes sont imprévisibles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées, mais elles peuvent survenir à n'importe quel moment. Et ça, quand vous planifiez votre travail à 20 ans d'échéance, vous ne pouvez pas le prévoir. Alors, pour être opérationnel sur ces coûts, vous avez parlé tout à l'heure de coûts, mais il y a d'autres coûts. Est-ce que, par exemple, la formation du personnel, le coût de la formation du personnel, faut-il l'intégrer dans l'exploitation quotidienne d'une compagnie de transport? Oui, alors je vous réponds oui sans aucune hésitation, ne serait-ce que parce que vous avez des réglementations internationales tout à fait justifiées qui s'appellent le maintien des compétences. Donc, par exemple, un pilote, un équipage
qui vole tous les X mois doit suivre une formation pour s'assurer du maintien de ses compétences. Et cette formation, elle se fait dans les centres de chez Boeing ou chez Airbus, et elle a un coût. Donc vous l'intégrez obligatoirement. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est grâce à des simulateurs de vol, par exemple, avoir une formation qui est plus courte et qui coûte moins cher. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, toujours dans le cadre de la maîtrise de coûts, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelques exemples de compagnies qui essaient de la ramener Air France, par exemple, est dans une politique de restructuration. Pensez-vous que cette compagnie puisse ramener le coût à un niveau plus bas? Alors, si vous me demandez sur Air France, il y a en effet un plan qui s'appelle Transform 2020 qui est en cours d'action, quoi. Et il y a déjà des résultats qui sont très, très significatifs. Air France a réussi à réduire ses coûts de plus d'1 milliard d'euros l'année dernière. Bon, malheureusement, parmi les événements qu'on ne maîtrise pas, il y a eu la grève des pilotes. Et la grève des pilotes d'Air France a coûté plusieurs centaines de millions d'euros à la compagnie, ce qui a un petit peu annulé l'effet des efforts. Ça, c'est dans leur rapport annuel qu'on trouve sur Internet. Hein. Ce n'est pas du tout, je ne dis pas quelque chose de nouveau. Bon, donc Air France a en effet réduit ses coûts. Air France achète des avions plus récents qui consomment moins de carburant. Ça, c'est tout à fait possible. Air France, comme les autres compagnies, essaie d'avoir ce qu'on appelle des flottes homogènes. Quand vous avez le même type d'avion, les pilotes ont la même formation, les mécaniciens ont la même formation, les outillages d'entretien sont les mêmes, et là vous faites des économies qui ne présentent aucun danger pour personne. Donc une compagnie qui a 2 ou 3 types d'avions alourdit en quelque sorte les coûts. Est-ce qu'on peut déduire comme ça cette conclusion? Alors, le thème 2 ou 3 types, on est obligé, on est tiré entre deux impératifs qui se contredisent. Pour que les frais d'entretien des flottes, et la flotte en général, soient plus faciles à gérer, moins coûteuses, il faut avoir les mêmes avions. L'idéal, c'est d'avoir 100 exemplaires d'un A321 ou d'un Boeing 737, et puis c'est simple. Mais si vous voulez développer votre clientèle, il faut par exemple proposer du long courrier à côté du moyen courrier. Or, le long courrier, ça rapporte beaucoup plus d'argent. Donc, obligatoirement, les grandes compagnies ont forcément plusieurs types d'avions. Par contre, ce qu'elles essaient de faire, c'est d'avoir la même marque. Il y a des clients, il y a des compagnies fidèles à Boeing, fidèles à Airbus. Et je reviens toujours sur les paradoxes, parce qu'en économie, c'est jamais tout blanc, tout noir. Et si vous avez toujours le même constructeur, il risque de se laisser aller, en quelque sorte. Il faut y faire. Eh ben, il faut faire, je vous dirais, comme Singapore Airlines, par exemple. Singapore Airlines, ils changent de constructeurs à peu près, ils changent leurs avions tous les 5 ans à peu près. Ils renouvellent très vite leur flotte. Donc ils ont toujours des avions très modernes. Au passage, ça leur permet d'avoir les meilleurs progrès techniques, puisqu'ils ont des avions très récents. Et ça leur permet aussi de tenir la dragée haute à Airbus et à Boeing. Parce que quand ils achètent des A340 à Airbus, pendant plusieurs années, Boeing essaye de dire la prochaine fois, vous allez acheter des Boeing. Ils achètent des Boeing. Et pendant les 5 ans suivants, c'est Airbus qui dit mais préparez-vous à prendre des A380. Donc ils ont un jeu très très intelligent, hein, c'est pas critiquable, entre les deux constructeurs. Alors, il y a ce rapport de force, cette ruse, entre guillemets, qu'il faut développer. Mais qu'en est-il de l'analyse ou la détermination des coûts analytiques, des coûts plus détaillés pour avoir la mesure, ce que coûte exactement un service? Comment on le fait dans le secteur de transport aérien? Alors là, vous avez, comme toujours, c'est un peu comme le public pourra très facilement le comprendre à partir de l'automobile. Quand vous achetez une automobile, on vous dit elle consomme 6 litres au 100. Ça, c'est le constructeur qui le dit, et il se fonde sur une moyenne. Par exemple, on dit en consommation stabilisée, vous voyez. Par contre, la même voiture, si vous l'utilisez uniquement en ville le matin, le moteur étant froid pendant 2 km, vous allez consommer 8 litres. Et vous direz, le constructeur m'a raconté une blague. Non, le constructeur ne raconte pas une blague. Il donne une moyenne. Vous voyez ? Ben, l'avion, c'est pareil. Les avions ont des standards moyens. Par exemple, on vous dit, tel avion consomme 1,5 tonne à l'heure de vol de carburant. Mais après, on s'est aperçu que si vous avez le vent en face de vous, vous pouvez consommer 3 fois plus que la consommation standard. Vous voyez ? Donc, la réponse à votre question, elle existe. Mais elle est justement dans le mot analytique, c'est-à-dire chaque cas de figure est différent. C'est chaque ligne et même chaque vol. Par exemple,
En France, quand vous volez du nord au sud et du sud au nord, vous n'avez pas les mêmes vents face à vous. Donc sur le même trajet, vous n'aurez pas la même consommation à l'aller et au retour. Et donc les coûts sont différents, on va dire en quelque sorte. Ah oui, clairement. Il y a un emport de carburant différent, par exemple. Bon, vous avez aussi des lignes où il y a plus d'incidents que sur d'autres. Alors, vous avez parlé tout de suite vous allez parler aussi dans l'énumération des différents types de coûts, des redevances, notamment au niveau des zones aéroportuaires. Et là, c'est un problème pour l'Afrique. Quand vous discutez avec les compagnies de transport, elles disent que ces transports, ces coûts sont élevés et influencent le coût du billet final. Oui. De votre expertise, à partir de votre expertise, à partir de votre expérience, que pensez-vous qu'il est possible de faire pour ramener ces coûts plus bas? Quelle est la démarche? Comment ça s'est passé en Europe? Alors, comment ça s'est passé en Europe? Ça s'est passé par on va dire, l'observation que de toute façon, ça vous l'avez dit, tout se retrouve dans le prix du billet. Les compagnies aériennes ne peuvent rien évacuer. Tous leurs coûts sont payés, et sont payés par le passager à la fin. Oui. Et les redevances aériennes, elles sont à la discrétion des États. C'est-à-dire que le principe est le même pour tout le monde. On paye au kilomètre, par exemple, ou à un aéroport, on paye à la touchée, mais le tarif n'est pas le même. Chaque État fixe sa Oui, tarification. oui, c'est sa souveraineté, il n'y a rien à en dire. Je veux dire, c'est légitime qu'un État, qui est maître de son espace aérien, fixe le tarif. Mais il fixe le tarif du kilomètre. Par contre, ce que font les compagnies aériennes, c'est qu'elles évitent certains États qui sont trop chers. Le surrôle de certains États. Oui, bien sûr. Par exemple, quand vous allez de Paris à Moscou, je ne citerai pas d'État, mais certaines lignes font un détour pour éviter l'espace aérien de tel pays parce qu'il est trop cher. Il vaut mieux faire un peu plus de kilomètres de passer sur cet État qui taxe un peu plus cher. Vous savez, c'est comme les parkings ou les péages dans les autoroutes. Les parkings. Le parking, c'est tant de l'heure, mais l'heure ne vaut pas le même prix partout. Alors, professeur, nous allons aborder la dernière partie de cette émission, celle qui nous reste, relative aux standards de performance et à la marge. Nous allons, bien avant, marquer une pause et nous nous retrouvons juste après. Voilà, vous êtes sur cette économie et l'émission, vous l'avez compris, c'est le transport aérien, notamment l'analyse du marché et les équilibres financiers, autant pour moi, au niveau de l'exploitation des compagnies aériennes. Nous étions en train de voir avec le professeur Dussol les différents coûts qui peuvent alourdir les charges opérationnelles, les charges d'exploitation. Et là, tout à l'heure, nous allons aborder avec le professeur la dernière partie, celle qui concerne les standards de performance d'une compagnie aérienne. Analyse interne, analyse externe, c'est l'un des éléments de votre formation en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit attendre par là, standard de performance? Alors, j'allais dire, c'est bien votre question, c'est la partie la plus simple, parce que les standards sont les mêmes. Quand vous mettez de l'argent dans une entreprise, il faut qu'il ait une rentabilité qui correspond aux exigences du marché, et pas forcément aux exigences du patron. Par exemple, si vous êtes coté en bourse, la bourse analyse votre entreprise et vous compare aux autres. Donc la réponse, elle est simple. Vous avez engagé des capitaux dans une compagnie aérienne. Par exemple, chez Air France, il y a à peu près 20 milliards d'euros d'investissement. Bon, ils ont été financés forcément par 20 milliards d'euros de financement. Ces 20 milliards d'euros, ils ont été apportés par les banques et par les actionnaires. Et les banques et les actionnaires attendent une rémunération qui est celle que le marché, du marché en général. Voilà. Donc vous ne pouvez pas être en dessous, pas durablement en dessous de la rémunération des capitaux qu'on trouve sur le marché. Sinon, les capitaux, ils vont s'investir dans une autre entreprise. Donc les standards, c'est par exemple aujourd'hui, les fonds d'actionnaires, il faut une rentabilité d'à peu près 10 à 15% en fonction du risque. Ce chiffre-là, vous le trouvez dans le rapport d'Air France, parce que Air France, le directeur financier, dit « Il faudrait que nous puissions avoir une rentabilité de nos fonds d'actionnaires d'à peu près 12%. C'est lui qui le dit. Je n'ai pas dit qu'il y parvenait, mais il dit.
Et là, le directoire, l'équipe, le staff de management doit mettre tout en œuvre pour dégager des marges. Pensez-vous qu'il soit aujourd'hui possible de maintenir comme ça une marge de bénéficiaire ou une marge avant impôt? Il y a des compagnies qui y parviennent. Mais je vous dirais, à l'extrême limite, je pousse peut-être le raisonnement, mais si aucune compagnie aérienne n'est rentable, on ne trouvera plus personne pour les financer. Bon, ça ne se passera pas parce justement, le marché évolue. Hein. Mais le marché évolue. Alors, dans votre question, j'allais dire, je fais comme certains, je réponds à la question que vous n'avez pas posée. Aujourd'hui, dans le transport aérien, il est quasiment de plus en plus difficile d'avoir des aides des États, parce que ça porte atteinte à la loyauté de la concurrence, et c'est vrai dans tous les secteurs. Donc il faut centrer le raisonnement, comme vous l'avez fait, sur la rentabilité normale des fonds engagés. Voilà. Il faut rentabiliser comme tout le monde. Voilà. Donc si les compagnies aériennes d'aujourd'hui n'y parviennent pas, elles vont se transformer pour que d'autres y arrivent. Alors, professeur, la question m'avait échappé. On a tout de suite parlé des espaces aériens, mais on parle d'espace aérien international. Cet espace est-il payant? Comment ça se passe? À quel niveau parle-t-on d'espace aérien international? À quel moment parle-t-on d'espace aérien national? Alors, l'espace aérien national, c'est littéralement au-dessus du territoire, à la verticale du territoire, bon, plus quelques marges. Et après, vous avez des accords internationaux, par exemple en Europe, la Méditerranée, par exemple. Le centre de la Méditerranée n'appartient à personne. Mais le contrôle aérien du sud de la France, il couvre le début de la Méditerranée. Et puis après, les Espagnols, puis les Marocains, et puis les Égyptiens ont des centres de contrôle. Et en s'y mettant à tous, le mot contrôle n'est pas exact, c'est le guidage. Parce que c'est pour guider les avions. Donc on se partage les espaces entre centres de contrôle des différents pays. Mais il existe encore dans le monde des zones blanches où il n'y a personne. Par exemple, au-dessus du Pacifique, il n'y a pas de guidage. Par contre, les pilotes sont en contact avec leur compagnie. Pour essayer de progresser. Oui, il faut jamais oublier que vous avez ce qu'on appelle le contrôle aérien qui est la compétence des organismes gouvernementaux. Par exemple, en Europe, c'est Eurocontrol. Aux États-Unis, c'est une administration spécialisée. En Afrique, c'est la SECNA, je crois. Et voilà, exactement. Donc, il y a ça. Mais ensuite, les pilotes sont en contact radio avec le centre de commandement de leur propre compagnie. Donc, ils ne sont pas tout seuls. Donc, là, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des zones où les gouvernements ne contrôlent rien parce qu'il n'y a pas les réseaux ne passent pas. Mais les pilotes ne sont quand même pas tout seuls. Alors, l'Afrique peut-elle rêver d'un avenir meilleur dans le transport aérien au regard des charges? Alors, je vous dirais qu'on a vécu ça. Il me semble que, bien sûr, oui, et ce n'est pas un rêve, ça sera une réalité. Hein. Vous avez tout pour vous. Vous êtes au début de votre expansion, ça c'est un fait. Donc si vous vous comparez à l'Europe qui est très développée, évidemment, vous devez encore progresser. Mais si vous regardez vos potentiels, vous pouvez espérer un très bon développement. Il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Hein. Mais par contre, il faudrait que peut-être on élimine les obstacles. Alors les obstacles, quels sont-ils? C'est parfois la difficulté justement à faire de la formation. C'est aussi les taxes. Il est un fait que le transport aérien, souvent on s'imagine qu'il faut le taxer parce que ça fait des ressources pour les gouvernements. Alors vous avez parlé d'autonomie pour les États, de taxer et de prendre des redevances. Pensez-vous, quelle stratégie utiliser? Faut-il des regroupements des opérateurs pour amener les États à être moins chers? Que faut-il faire? Oui, déjà on peut, je dirais, les professionnels du transport aérien peuvent s'adresser à leur propre gouvernement en leur disant « essayez de nous soulager ». Ce que vous pouvez faire en tant que gouvernement, c'est ne pas nous mettre sur le dos trop de charges. Donc vous pouvez essayer de ne pas faire de taxes, de diminuer le prix kilométrique de la redevance, et vous allez vous rattraper, parce que comme le transport aérien va se développer, finalement vous aurez plus de recettes fiscales, mais vous nous taxerez moins au kilomètre. C'est un peu l'idée, quoi. Alors, dernière partie, les low cost. Pensez-vous qu'il soit aujourd'hui possible de développer des compagnies au billet moins cher au niveau africain, comme on le voit en Europe? Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de développement de ce genre en Afrique.
Parce que les low cost, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous offrent des services réduits à bord, moins de toilettes, moins de repas, sur des trajets courts. Il n'y a aucune raison que ça ne se développe pas en Afrique. Au contraire, le low cost a été en Europe le moyen d'attirer une clientèle qui ne prenait pas l'avion parce que c'était trop cher. Problème de pouvoir d'achat. Ce problème de pouvoir d'achat, je pense que vous rencontrez le même en Afrique. Et la solution, la voie de sortie, c'est la même. Alors, mais les locaux aussi supposent l'existence de certaines infrastructures, telles que des aéroports secondaires, qu'il faut utiliser. Au regard du contexte africain, pensez-vous qu'il soit possible de développer ce type de transport Alors, étant donné que les avions de low cost sont des avions qui font des trajets plus courts, vous pouvez par exemple avoir des appareils comme des turboprops d'un marque ATR par exemple, ou des Embraer, qui peuvent se poser sur des aéroports moins sophistiqués. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un aéroport hyper moderne dans toutes les petites villes. Donc oui, vous avez de l'espace et ça peut se faire. Alors, vous procédez souvent aux formations et quels sont, en dehors des coûts, vous parlez aussi de rentabilité aux compagnies de transport que vous formez, au personnel que vous formez. Bien sûr. Alors, quel est l'élément clé? Comment intégrer la rentabilité de la stratégie globale? À quel niveau faut-il intégrer? Au début de la création de l'entreprise, lors du processus du management? Comment concevoir cela, ce paramètre clé? C'est une question très, très astucieuse. Clairement, si vous commencez dès le début à bien expliquer qu'on ne peut pas vivre à long terme sans rentabilité, c'est beaucoup plus facile. Vous avez en revanche des compagnies qui avaient pris des habitudes, on va dire que la rentabilité n'était pas la priorité. Et donc pas de contrôle des coûts, et ça c'est pas bon. Et c'est très difficile de passer d'une culture ancienne, où la rentabilité n'était pas prioritaire, à une culture contemporaine, on va dire, où elle est indispensable. Donc il vaut mieux partir dès le début, ça c'est clair. Alors, on va tendre petit à petit vers la conclusion. On va parler notamment du fonctionnement du marché. Avant, on avait des marchés, on va dire, administrés au niveau africain. Il y a une ouverture, une tendance à l'ouverture à la concurrence. Comment pensez-vous que cette transition se fait-elle? Vous avez la chance de pouvoir contempler l'expérience qui a été faite par d'autres. C'est-à-dire que la concurrence a été globalement une bonne chose dans les pays, dans les zones où elle s'est développée. Bonne chose, ça veut dire ceci. Ça veut dire que les clients ont été mieux servis en termes de choix et de tarifs. Plus de personnes peuvent voyager pour moins cher, globalement. Ça, c'est bien. Par contre, vous avez parfois des opérateurs qui se sont lancés, on va dire, c'est comme toujours, il y a souvent un excès en économie. Il y a des opérateurs pas très sérieux qui se sont lancés. Et là, il a fallu une phase d'assainissement du marché. Et vous allez connaître le même phénomène, c'est sûr. Vous pensez qu'il y a certaines compagnies qui vont disparaître d'elles-mêmes du fait de la concurrence? Oui, c'est probable. Je n'ai pas de nom, mais il y a des opérateurs qui sont moins adroits que les autres. Ils vont peut-être fermer doucement ou se revendre à d'autres. Parce que disparaître, ça peut être une disparition, je dirais, par absorption dans un autre réseau. Donc les gens sont toujours là. Alors, il y a des pays qui pensent, comme en Afrique centrale, à la création de compagnies communes sous-régionales. Oui. Quelle vision, quelle opinion avez-vous de ce type de projet? Ben, j'ai justement un étudiant africain qui avait travaillé sur ce sujet, qui avait fait un mémoire de recherche, et sa conclusion était à peu près la suivante, et j'ai tendance à le croire. Il disait, si on veut faire des compagnies entre plusieurs pays, obligatoirement, il y aura les politiques au milieu. Et quand on met la politique avec l'économie, ça fait un mélange bizarre. Et c'est normal que les politiques pensent à leur intérêt politique, il ne faut pas les critiquer pour ça. Mais ce n'est pas très pertinent qu'ils aillent intervenir en économie. On ne demande pas aux compagnies aériennes de nommer les ministres, et il n'y a pas de raison que les ministres nomment les compagnies aériennes. Je résume. Vous pensez qu'il faut laisser le marché aux opérateurs privés? Oui, les États ayant seulement pour rôle de s'assurer de la qualité des prestations, du respect des règles. Ça, c'est leur boulot, c'est leur travail, il faut qu'ils le fassent. Mais si on veut aboutir à un accord du type de celui que vous citez, il vaut mieux que ce soit les opérateurs privés qui aient le leadership de l'opération, quoi.
Alors, pensez-vous qu'il existe un protectionnisme au niveau du marché, on va dire africain, protectionnisme? J'entends que les compagnies qui sont là, qui sont déjà installées, développent des stratégies pour mettre hors du marché les compagnies naissantes? Je n'ai pas d'exemple, mais de toute façon, les humains sont toujours pareils. Personne n'aime voir arriver des concurrents, dans quelque secteur que ce soit et à quelque époque que ce soit. Donc je ne vous citerai aucun cas, parce que j'en ai pas dans l'esprit, du moins en Afrique, mais il est évident qu'une compagnie ne voit pas arriver des concurrents avec plaisir, ça c'est sûr, mais c'est à elle de s'adapter. Alors il arrive quelquefois que vous ayez des stratégies de prédation, qu'on appelle, où une compagnie installée voyant arriver un concurrent, elle baisse ses prix pour obliger le concurrent à suivre, à fermer sa compagnie parce qu'il va perdre de l'argent, afin qu'il ne soit plus là. Ça peut arriver. Mais je ne parle pas spécialement de l'Afrique en vous disant ça, c'est partout. Alors, professeur, je vous le promets, nous n'avons pas épuisé notre sujet. La semaine prochaine, nous allons revenir avec vous, cette fois-ci, sur la construction, l'analyse du marché par amont. Nous allons voir un peu les constructeurs, le choix d'appareils de transport, comment ils peuvent influencer le développement des compagnies. Nous avons une tradition, quand vous êtes invité de Canal 7, nous signons souvent un livre d'or. Il nous reste à peu près 4 minutes. Vous allez nous mettre quelques mots. Ce que vous pensez du transport aérien en Afrique, ce que vous pensez des Canal 7. Alors je peux vous répondre que j'écris volontiers que déjà c'est une excellente initiative que d'informer le public. Hein, je l'écris en même temps. Excellente initiative d'une jeune chaîne. L'esprit va plus vite que la main. Allez-y, doucement, prenez votre temps. Que d'informer le public sur les enjeux d'un secteur essentiel pour le futur développement. D'un secteur essentiel pour le futur développement. Je parle du développement économique, pour la croissance si vous préférez. Pour la future croissance, on va mettre. Le second point, c'est que j'ai beaucoup apprécié en tant qu'économiste que vous parliez du facteur humain, parce que s'il y a un blocage, il est dans le facteur humain. Des avions, vous en trouverez toujours. Des aéroports, vous savez les construire. Mais des hommes compétents pour gérer le tout, c'est un petit peu ce qui manque partout. Et là, vous avez bien fait de m'interroger là-dessus. Professeur, les mots sur le facteur humain. Oui, je le mets. Très bonne initiative aussi, très bonne idée de donner une part importante au facteur humain. Je parle de la compétence, de l'initiative, de l'esprit de risque. Voilà, c'est ça le facteur humain. Et après, de la qualité du management. Je peux détailler. Initiative, compétence, capacité à gérer les équipes, j'entends. Voilà. Donc je suis très heureux d'avoir pu faire passer ce message. Une signature, c'est intéressant. Voilà, 14 novembre 2015, Libreville. Merci, professeur. Je vous en prie, c'est un plaisir de parler des sujets qui vous passionnent. Merci, professeur. Alors, professeur nous dit ceci à propos de Canal 7. Il dit que c'est une excellente initiative d'une jeune chaîne que d'informer le public sur les enjeux d'un secteur essentiel pour le futur de la croissance. Le professeur dit également que c'est une très bonne initiative de donner une part importante aux facteurs, notamment à l'initiative, facteur humain, initiative, compétences, capacité à gérer, et en un mot, à toute l'équipe managériale. Vous l'avez compris, nous prenons rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine et nous restons toujours sur le secteur aérien avec le professeur Pierre Dussol. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.